Comme 1,7 milliard de personnes dans le monde, je suis actuellement confiné chez moi. Dans l'inconscient collectif, le vendredi 13 est considéré comme une date symbolique, jour de chance ou de malchance selon les sensibilités de chacun. En ce qui me concerne, j'ai décidé d'arrêter de courir le vendredi 13 mars dernier, date à laquelle, en France, l'épidémie a commencé à s'accélérer. Vous savez, je vis dans une grande ville et je croise beaucoup de monde lors de mes footings. Il y a cet homme en costume sombre que je vois presque chaque soir devant le Weston en train de boire une bière après sa journée de travail. Il y a aussi cette élégante dame, sûrement à la retraite depuis quelques années, qui promène ou plutôt qui attend son Westie à chaque coin d'herbe avec une patience à toute épreuve. Au final, c'est toujours les mêmes personnes qu'on croise quand on va s'entraîner, les mêmes coureurs qu'on salue et qu'on regarde passer. Alors pour eux, pour moi, il était plus prudent de mettre un terme à cette prépa marathon et de ne plus courir, du moins pour l'instant. Mais voilà, arrêter brutalement une préparation marathon quand on s'entraîne presque 8 fois par semaine n'est pas une chose anodine. Surtout quand on doit rester chez soi avec une activité physique très limitée. Passer d'un extrême à un autre est rarement une bonne chose. Du coup, la question de savoir si je devais continuer le défi 93 jours s'est vite posée. J'ai fait le choix de poursuivre cette aventure et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Mais pour le moment, je me pose pas mal de questions, notamment sur mon métabolisme et comment est-ce qu'il va réagir à cet arrêt. Je me pose aussi des questions sur mes apports nutritionnels et comment je dois les adapter en étant si peu actif en restant à la maison. Est-ce que je vais prendre du poids et comment est-ce que je peux limiter le grignotage qui est pour l'instant un véritable refuge à mon anxiété ? Pour m'aider à y voir plus clair, j'ai contacté Tiffany qui saura, j'en suis sûr, me rassurer et surtout m'apporter les bonnes réponses. Hello Tiffany, comment ça va ? Coucou Guillaume, ça va bien et toi? Bah écoute, dans un contexte un peu particulier, ça va relativement bien. Je t'avoue que je suis très content de t'avoir en ligne aujourd'hui puisque je me pose beaucoup de questions par rapport à la nutrition et au confinement qu'on vit, que beaucoup d'entre nous en tout cas vivent actuellement. Je me pose aussi des questions sur le défi végétarien puisque bah, ça fait presque 3 mois maintenant que je fais ça. Bah ouais, parce que du coup on approchait potentiellement du jour J. C'est vrai, le 5 avril prochain devait avoir lieu le marathon de Paris, la grande fête de la course à pied en France. J'avais pas prévu que l'aventure se termine comme ça, mais il faut savoir s'adapter. C'est l'une des premières qualités de l'homme, c'est de pouvoir s'adapter. Je t'avoue que, comme je t'ai dit tout à l'heure, je me pose beaucoup de questions et la première question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est bien raisonnable de continuer mon défi végétarien dans un contexte un peu particulier, puisque le confinement a entraîné en France et même d'ailleurs dans le monde entier une espèce de peur. D'ailleurs, c'est assez révélateur sur le lien finalement qu'on entretient avec notre alimentation, la peur de manquer, qui à mon avis est quand même assez naturelle, même si très exagérée chez certains, mais finalement c'est un comportement assez naturel et les gens se sont précipités pour aller faire des provisions et ça, même si aujourd'hui on s'est rendu compte que c'était une inquiétude qui n'avait pas lieu d'être, ça a entraîné quand même pas mal de ruptures de stock dans les magasins et la question s'est posée de est-ce que c'est bien raisonnable de continuer l'aventure végétarienne, est-ce que je vais trouver les aliments qui me sont bénéfiques et est-ce que voilà dans ce contexte un peu particulier c'est pas une aberration de continuer. Ces questions-là se sont posées ne serait-ce que pour ma santé quoi. Bah après c'est vrai que ça montre que la France et puis le monde entier a quand même souvent des troubles anxieux envers l'alimentation, hein, parce que sinon on se jetterait pas dessus. Les gens se sont jetés dessus un petit peu comme si leur placard était déjà vide et on voit ça sur aussi les pénuries d'essence par exemple où les gens ont l'impression qu'ils vont mourir si leur voiture n'est pas 100% pleine. Mais c'est vrai que moi je vois pas d'inconvénient à ce que tu suives ton régime parce que on va dire que si c'est une démarche qui te fait plaisir aussi, il y a un bon nombre de personnes qui sont végétariens et qui le restent et pour des raisons éthiques, pour des raisons de santé, pour des raisons environnementales, qu'ils soient confinés ou qu'ils fassent du sport. Après, si toi c'était vraiment si c'était une expérimentation personnelle purement pour le marathon et que tu le vis pas très bien le fait de conserver ce régime pour le moment puisqu'il n'y a plus de marathon en vue à court terme, bon, libre à toi d'arrêter ou non, hein. Mais en soi, d'un point de vue santé, que tu sois confiné ou en train de courir, le végétarisme, il va à tout le monde.
Bon bah tant mieux, alors ça me rassure. Après effectivement, hein, ce que tu dis est très juste. C'est vrai que mes motivations de départ pour réaliser ce défi, c'était que je voulais mesurer si le régime végétarien allait m'aider à améliorer mes performances sportives. Aujourd'hui, il n'y a plus de marathon et d'ailleurs, je ne m'entraîne plus, enfin en tout cas, je cours plus depuis le confinement. Donc cette question a fait sens. Est-ce que ça vaut le coup ou pas de continuer ce défi végétarien? Si j'ai choisi de continuer, c'est pour plusieurs raisons, mais la première, c'est que tout simplement maintenant, ça fait 2 mois que je suis végétarien, Mm. donc je me suis habitué à ce régime alimentaire. Et là, on doit tous faire face à des changements brutaux dans nos modes de vie, et donc je voulais pas m'imposer en fait de changer mon alimentation. En fait, c'est le chemin inverse maintenant. Ouais. Et il y a aussi autre chose, c'est que mes motivations, elles ont évolué au fur et à mesure de ce challenge. Là, c'est pas forcément le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, mais j'ai à cœur de revenir dans un autre épisode sur l'évolution de mes motivations. Mais en tout cas, oui, j'ai dû expliquer mon choix à mes proches de continuer. Ça n'a pas toujours été compris, en tout cas d'un point de vue intuitif, au début. Il a fallu que je m'explique. Après, voilà, si toi, tu te sens bien dans ton alimentation, si tu as trouvé tes repères, si au niveau digestif, il n'y a pas de souci, si au niveau de l'énergie, il n'y a pas de souci non plus, si t'es pas tombé malade, ça veut bien dire que tu manges suffisamment à hauteur de tes besoins et que tu as les nutriments nécessaires pour que ton système immunitaire fonctionne. Sauf si vraiment t'en peux plus et que la viande et le poisson te manquent beaucoup trop, voilà, faut pas non plus te frustrer. Mais sinon, tu peux continuer. Tu peux continuer. Après, c'est ouais, en fonction de ton entourage et c'est à toi de les convaincre ou non de voir si de leur dire si finalement, bon, bah, tu te plais dans cette alimentation, quitte à basculer peut-être vers ce qu'on appelle un flexitarisme, c'est-à-dire si tu veux reconsommer de la viande, du poisson de façon très ponctuelle et de très bonne qualité, et non pas participer à la dévalisation des rayons de viande et poissons de basse qualité en ce moment, enfin, il n'y a pas de souci, quoi. Là, c'est vraiment pour toi, quoi, parce que on n'oblige personne à être végétarien comme à être omnivore ou végétalien. Ça doit être une démarche qui t'est propre. Mais en tout cas, l'arrêt de la prépa marathon n'a pas d'impact sur un déséquilibre alimentaire lié au végétarisme, quoi. D'accord. Alors il y a un autre élément un peu plus personnel cette fois qui m'inquiète quand même. Tu sais, j'étais en pleine prépa marathon et donc ça implique beaucoup d'entraînement, beaucoup d'heures d'entraînement, beaucoup de volume kilométrique d'entraînement et du coup une dépense énergétique qui est accrue. Alors même si au début j'avais pas forcément eu d'impact sur mon poids, c'est vrai que sur la fin de ma préparation, j'ai vu que je commençais à beaucoup plus m'affûter. T'avais commencé à perdre du coup sur la fin? Alors pas vraiment sur le poids sur la balance, mais plutôt sur Le physique? ouais, le Ouais. physique. Et c'est vrai que j'avais remarqué qu'au fur et à mesure que je courais, je m'affûtais, ça se voyait dans les t-shirts, ça se voyait aussi dans les vêtements, je voyais que j'étais beaucoup plus sculpté qu'avant. Sur la balance, ça se voyait pas forcément. Après, j'avais des dépenses énergétiques, mais j'avais aussi des apports énergétiques qui avaient augmenté, puisque je mangeais quand même pas mal, je Bah, on était carburais quoi. monté, ouais, on était monté à des quotas caloriques qui étaient quand même assez importants, mais c'est vrai qu'il faut aussi prendre en compte qu'un sportif de haut niveau et quelqu'un qui court ton kilométrage hebdomadaire, t'étais quoi, à 150 Alors en moyenne 130, après il y avait des pics. 130 kilomètres, voilà. Ouais, la plupart des gens font ça sur un mois, tu vois. Donc toi, tu faisais ça toutes les semaines. Donc c'est vrai que ça implique des apports alimentaires qui sont assez importants et c'est ce que la plupart des sportifs oublient, hein, c'est qu'ils ne sont pas des sédentaires lambda, ils ont des besoins supplémentaires et ça montre que quand même, tu peux perdre du poids, t'affûter, booster ton métabolisme en mangeant autant. C'est rassurant. Exactement, et j'étais très content de ça puisque je pouvais manger presque à volonté et pas prendre de poids et même en perdre. Après, tu sais, il y a une question quand même qui se pose, c'est que du coup je m'entraînais beaucoup et il y a eu un arrêt qui a été assez brutal. Mhm. C'est-à-dire que moi en plus j'ai arrêté de courir un peu avant le confinement. Même si j'ai eu une petite semaine où j'ai un peu déchargé, c'est pas suffisant parce que généralement il faut après une montée en charge, il faut aussi une démontée en charge entre guillemets, et donc s'arrêter de manière progressive et pas couper brutalement. Ouais. Ça, j'ai pas pu le faire comme je le voulais avec les mesures exceptionnelles qu'on a eues. Du coup, je me dis, j'ai un métabolisme qui fonctionne à plein régime. Si je lui donne de la nourriture, il va avoir tendance à stocker en se disant attention, je vais avoir des grosses dépenses énergétiques.
Donc, la question que je me pose, c'est quel impact va avoir mon arrêt brutal sur mon métabolisme? Alors, l'arrêt brutal, c'est vrai qu'il peut avoir un impact important dans le sens où souvent l'appétit ne suit pas tout de suite. C'est que forcément, quand on passe d'un entraînement hyper intense où on a tout le temps faim à une phase où on va courir beaucoup moins parce qu'on est blessé, par exemple, souvent il peut y avoir une légère prise de poids. Pourquoi? Parce que l'estomac reste au départ de même taille. Le métabolisme continue quand même un petit peu à tourner, hein, parce qu'il y a toujours un phénomène de reconstruction des fibres musculaires qui ont été pétées, hein. Donc, c'est vrai qu'on peut prendre du poids parce qu'on va manger autant que lorsque l'on courait. Et puis si on est alité par exemple à la maison ou là confiné actuellement, on va être tenté de manger parce qu'on a plus de temps pour manger, pour cuisiner, parce que les placards sont à notre disposition en continu. Il peut y avoir la sensation d'ennui et puis la sensation de compensation psychologique aussi. Mais c'est vrai que ça peut avoir un impact parce que du jour au lendemain, la dépense calorique sera moindre. Donc ce qu'il faut, c'est même si ça peut être compliqué au départ de se forcer à moins manger, un tout petit peu moins en termes de calories, quitte à augmenter le volume, par exemple de légumes, etc., des choses qui remplissent ton estomac, qui vont être beaucoup moins caloriques et diminuer un petit peu tout ce qui est féculents, source de matière grasse, sans pour autant les supprimer parce que ça reste des nutriments indispensables. On en a besoin, mais il faut pas se mentir, on a quand même un besoin moindre en glucides quand on ne court pas que quand on court autant que ce que tu faisais, hein. Mais pour toi, la prise de poids, elle est inévitable ou on peut quand même Elle est limiter? pas, ouais, elle est, on peut tout à fait la limiter, hein. Il y aura pas forcément une prise de poids, après il y aura forcément aussi un changement de compo corporel. Donc tu vois, par exemple, toi, tu as vu que finalement, tu avais pas mal changé physiquement sans forcément que ça se voit sur la balance parce que tu avais perdu de la masse grasse, retrouvé de la masse musculaire. Bon, bah là, forcément, quand on fait un petit peu moins de sport, alors sauf si on a un équipement de fou à la maison et qu'on fait des séances de renfo ou de muscu à l'intérieur, mais sinon on peut avoir un poids légèrement stable, mais changer la répartition corporelle, c'est-à-dire perdre un petit peu de muscle et du coup retrouver de la masse graisseuse et se trouver un peu moins tonique. Ça, c'est possible. D'accord. Mais c'est vrai qu'il faut garder en tête que les apports alimentaires sont forcément un petit peu modifiés. Après, normalement, la nature est bien faite, on a moins faim quand on se dépense moins. L'organisme, il réclame beaucoup moins quand on dépense moins de calories. Mais voilà, c'est prendre en compte au départ ça, quitte à se forcer un tout petit peu parce que tu avais ton estomac qui s'était constamment élargi. L'estomac, c'est une poche musculaire. Plus on mange, plus on tire dessus et plus du coup, il est capable d'absorber pas mal de volume. Donc ce qu'il faut, c'est augmenter le volume et pas les calories, hein. Donc, D'accord. voilà, des fruits, des légumes, de la salade, voilà, des choses qui sont volumineuses, des crudités, des choses qui sont un petit peu plus longues à digérer que des plâtrés de pâte au pesto, quoi. Voilà. Ok, c'est plutôt rassurant, mais il y a quand même un point qui m'interroge moi. Tu sais, on entend souvent que le besoin calorique, en fonction qu'on soit un homme ou une femme, je crois que je parle sous ton contrôle, hein, parce que je sais que c'est aussi pas mal sujet à la controverse, mais un homme a besoin de 2500 calories, 2300, 2500 calories par jour, et une femme un peu moins de 2000, je crois c'est 1800. Mais du coup, là, on est confiné chez nous. Donc on sort pas, on n'a pas, on ne marche pas dans les bureaux, dehors pour prendre son train. Enfin, on est beaucoup beaucoup moins actif. Et la question que je me pose, c'est du coup comment on peut savoir quel apport calorique on a besoin dans un contexte aussi particulier que maintenant. Ouais. Alors après, même si j'aime pas trop parler de calories parce que c'est un sujet qui est assez touchy, c'est vrai que de toute façon, l'apport moyen d'une femme, alors ça dépend de son âge, parce que forcément, plus on est jeune et plus notre besoin est élevé, mais on tourne quand même autour de 1008 à 2000 pour une femme. Un petit peu moins quand on est toute petite, hein, une femme qui fait 1,50 m, 1,60 m et qui n'a plus du tout de dépenses caloriques. Si elle n'a pas un capital musculaire très élevé, elle sera un petit peu moins. Et puis un homme, on est à 2000, 2500, voire plus même au repos s'il y a un gros capital muscle au départ, quoi. Parce que plus on est musclé, plus notre métabolisme au repos est élevé, puisque c'est le muscle qui dépense de l'énergie sans rien faire.
Alors que le tissu graisseux, c'est un tissu qui dort, hein. Il est juste là pour subvenir à nos besoins en cas d'extrême urgence et pour nous réchauffer et pour produire des hormones. Donc c'est vrai que on est autour quand même, ouais, peut-être un poil en dessous de 2000 pour certaines femmes et puis autour de 2000-2500 pour les hommes. S'il y a un confinement avec un repos total ou des activités très légères comme du gainage, du yoga, du stretching, des choses comme ça, quoi. Toi, est-ce que tu as une routine sportive à la maison? Est-ce que tu as instauré quelque chose? Ouais, ouais, bien sûr, hein, j'ai ma routine de renforcement musculaire. Alors après, j'y vais progressivement parce que c'était quand même pas mon fort avant. Donc Mmh. là, je me contente de faire une demi-heure parce que sinon, je risque de me blesser ou d'avoir des courbatures et de rien pouvoir faire pendant 10 jours. C'est quand même pas l'idée. Et je vais monter progressivement pour essayer d'aller jusqu'à une heure, un quart de renforcement musculaire. Enfin, j'espère que le confinement durera le moins longtemps possible et que j'aurai pas à en arriver jusqu'à là. Bah malheureusement, je pense jusqu'au mois de mai en tout cas, hein. Ouais, qui vivra verra, hein. Je pense Ouais, qu'on va c'est ça. partir de ce point de vue-là. Mais sinon, oui, je fais l'exercice pour répondre à ta question. Ouais, parce que voilà, ce qu'il faut en fait surtout, alors ne pas tomber dans le calcul calorique quotidien parce que ça peut devenir une obsession. Je conçois qu'il y a des gens qui sont très à l'aise avec ça et qui n'ont absolument aucun problème et qui aiment bien calculer parce que ça leur permet surtout de savoir s'ils mangent suffisamment. Mais il ne faut pas calculer les calories pour s'assurer qu'on mange moins et qu'on mange, enfin, drastiquement moins, volontairement moins, même si on a faim. Euh, mais on ne doit surtout pas être en dessous de son besoin de base, hein. Parce que même au repos, même allongé, alité, sans rien faire, sans même penser, ni même ouvrir les yeux, on a un besoin qui est déjà peut-être de 1002, 1003, 1005, 1008 calories suivant les gabarits, juste pour maintenir nos organes vitaux, la respiration, la circulation du sang, la digestion de ce que l'on mange, la formation des selles, le tri des déchets, le tri de ce que l'on doit éliminer par les urines, par les selles, le maintien de la température corporelle à peu près 36 degrés 5, 37, hein, ça dépend. Euh, voilà, donc la formation de transpiration, si on est un tout petit peu au-dessus de 37, c'est vraiment, il y a plein de choses qui se passent, quoi. Renouveler les cellules de la peau, les cellules de l'intestin qui se renouvellent tous les 3 jours. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans notre corps, on fabrique des hormones, on a le cœur qui doit continuer à battre, il y a les capillaires sanguins qui se contractent. Enfin, donc c'est vrai que ça, il faut pas l'oublier, hein. C'est que l'alimentation, c'est pas juste pour compenser le nombre de pas que l'on fait dans la journée, c'est aussi pour pouvoir se lever tous les matins et être en santé, hein. Et le problème, c'est que si on diminue volontairement nos apports alimentaires en période de confinement, on peut aussi potentiellement être moins résistant face au virus. C'est-à-dire que si on diminue beaucoup trop vite nos apports et si on se restreint et si vraiment on diminue trop drastiquement nos apports, ben on va être moins résistant, plus vulnérable, on va diminuer notre système immunitaire et là c'est clairement pas la solution et l'objectif du moment, au contraire. D'accord, donc il faut que je m'enlève de la tête que finalement il n'y a que en faisant de l'activité physique qu'on brûle des calories, puisque le corps, ne serait-ce que pour vivre, est consommateur de calories, même en travaillant d'ailleurs. Ouais, bah c'est ça, c'est qu'il y a aussi la réflexion, il y a la stimulation intellectuelle. Enfin, on est capable de faire des hypoglycémies parfois pendant des examens, alors qu'on est assis concentré sur une feuille. Et c'est parce que le cerveau brûle énormément de sucre. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment pas minimiser ces dépenses-là. Et, euh, et puis ouais, non, on sous-estime beaucoup trop nos besoins de base. Beaucoup trop. Effectivement, on ne peut pas être en bonne santé physique et intellectuelle si on n'a pas les bons apports nutritionnels. C'est important de le rappeler, tu as raison. N'empêche que, tu sais, moi j'avais un petit souci déjà pendant mon défi végétarien, c'était que j'avais tendance à un peu trop grignoter. Ouais. Et là, c'est vrai que ce confinement et aussi cette actualité, c'est extrêmement anxiogène. Mm. Et je l'ai remarqué récemment.
Même si j'ai arrêté depuis de regarder les chaînes de télévision et les informations en continu, dès que j'apprenais une mauvaise nouvelle, j'avais tendance à tout de suite aller grignoter. J'allais chercher un yaourt, le morceau de chocolat ou encore le bout de pain. Et après coup, j'analysais un peu la situation et je me rendais compte que c'était un espèce de refuge et un automatisme que j'avais. Euh, Malheureusement, c'est une réalité. J'ai tendance à beaucoup plus grignoter depuis qu'on est en confinement. Et ça peut potentiellement être un problème ou un risque de prise de poids. Je sais qu'aussi, à contrario, il y a des personnes qui ont l'effet inverse et qui, eux, ont une perte totale de l'appétit. Ouais, il y a deux formes de stress très très distinctes et ça malheureusement c'est la roulette russe et on ne peut pas, on va dire, décider de la forme que l'on va contracter. Il y a des personnes pour qui l'angoisse ça ferme toutes les portes, ça verrouille l'estomac, la gorge, on ne peut plus rien avaler. Et au contraire, il y a des personnes pour qui le stress ouvre toutes les portes. Et là, on peut manger plus que de raison, au-delà de sa faim, de son appétit et grignoter, quoi. Le fait de pas manger pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ça peut être plus problématique que le fait de grignoter. Après, le grignotage, il peut venir donc du stress, il peut venir aussi que l'on ne mange pas aux mêmes heures ou qu'on n'a plus les mêmes rythmes qu'avant. Ça peut venir aussi d'un manque de sommeil parce que finalement, si cette situation, si le stress altère ton sommeil, le fait de ne pas bien dormir va altérer tes sensations de faim et de satiété, donc te faire grignoter. Si tu ne manges pas assez au sein des repas principaux, tu peux avoir une toute petite faim ou une toute petite sensation d'hypoglycémie et c'est le stress qui va te le rappeler. Donc, toi, au niveau des rythmes alimentaires, au niveau du rythme de vie, est-ce que, bon, je pense que de par ton métier, tu peux télétravailler et du coup garder un semblant de rythme et d'horaire, mais Ouais, exactement. Je garde vraiment le même rythme que d'habitude, c'est-à-dire que je me lève à heure fixe, je m'habille et pas seulement qu'en survêtement, hein, je me coiffe, je m'apprête. C'est important aussi pour garder une bonne image de soi, je pense. En tout cas pour moi, c'est assez important. Alors après, évidemment, hein, j'ai pas mes déplacements ou à mes rendez-vous avec mes clients ou mes associés. Mais voilà, j'ai eu à cœur de garder exactement le même rythme et la même routine pour faire en sorte que mon cerveau soit le moins perturbé possible. Et moi, ça m'aide beaucoup de fonctionner comme ça. Après, le grignotage, il est vraiment lié, pour moi en tout cas, à une forme d'anxiété, d'inquiétude par rapport à l'avenir. Et ça, c'est vrai que voilà, je me jette un peu plus sur le chocolat. Tu vois, c'était le beurre de cacahuète, maintenant c'est le chocolat. Et aussi, je pense que ça fait du bien d'avoir ces aliments aussi un peu réconfort. Après, il faut pas en abuser. Mais il faut les garder, hein. Ouais, il faut les garder. Après, si vraiment tu sens qu'entre les repas, t'as un besoin de manger quelque chose pour couper ta journée aussi, et puis pour l'occuper, parce que nous travaillons, mais il y a beaucoup de gens qui sont au chômage technique malheureusement, ou qui ne travaillent plus du tout et qui ont dû fermer boutique. Et dans ces cas-là, il y a très très peu de télétravail, hein. On finit quelques paperasses, mais rapidement on va se retrouver sans rien faire. Et là, c'est compliqué d'organiser ces journées. Mais ce qu'il faut, c'est absolument garder, ouais, comme tu disais, même rythme de sommeil, à peu près les mêmes rythmes de repas. Ça, on n'est pas très focus là-dessus, mais au moins sur une fourchette d'une heure et demie, 2 heures, quoi, d'être à peu près sur les mêmes heures que d'habitude au niveau des repas et décaler son dessert, par exemple, un petit peu plus tard dans l'après-midi ou faire un espèce de petit apéro avant le dîner si on a vraiment envie de grignoter quelque chose à 18-19 heures et quitte à manger un tout petit peu moins au dîner après. Enfin, essayer de fractionner l'alimentation si on a besoin de la fractionner, quoi. D'accord, donc si j'ai des petites faims, il vaut mieux que je sanctuarise une heure de goûter et j'essaye de respecter ce créneau-là pour me faire peut-être un petit peu plus plaisir. Ouais. C'est bien noté. Tu sais, il y a aussi un autre élément, cette période de confinement, c'est que maintenant on doit manger matin, midi et soir chez soi, ce qui n'est pas forcément quelque chose de nouveau pour moi, puisque j'avais l'habitude le midi de déjeuner à l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est plutôt une bonne chose parce que déjà il fallait que je trouve un restaurant végétarien et puis souvent c'est qu'au niveau nutrition, c'est quand même beaucoup plus riche la nourriture au restaurant. Ah, on a beau essayer de faire les meilleurs choix au restaurant, ça sera toujours plus riche que chez nous en termes d'assaisonnement, de cuisson, etc. C'est clair. Et tu sais, du coup, on doit cuisiner 2 fois plus, entre guillemets.
Et on peut tomber sur Internet, sur des trucs de cuisine où on nous explique comment cuisiner avec 3 bouts de ficelle, les pâtes premier prix et la boîte de thon. Et finalement, j'ai l'impression qu'on se met un peu dans un optique Survivor, alors que finalement, les produits frais, on les trouve, je vais pas dire facilement, mais quand même, il n'y a pas vraiment de pénurie. Donc voilà, il faut être peut-être un peu plus imaginatif parce qu'on doit cuisiner plus souvent, mais en tout cas, rien ne nous oblige à changer nos habitudes alimentaires. Oui, c'est ça. C'est que moi après, j'avais parlé de ça sur Instagram, sur le fait que on se dévalisait les produits à bas coût et parfois de piètre qualité, et puis on laissait de côté finalement les choses soit un poil plus chères, soit d'une autre gamme ou d'autres marques qu'on ne connaissait pas. Bon, j'avais reçu quelques remarques parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément le budget pour acheter des produits bio qui resteraient encore en stock dans les rayons. Mais d'un côté, il n'y a pas besoin d'acheter autant de quantité de choses à bas prix pour subvenir à nos besoins actuellement, en sachant que de toute façon, tous les commerces alimentaires, tous les commerces de bouche restent ouverts et qu'il n'y a pas besoin de faire des courses pour un mois et demi, puisqu'on peut continuer à faire son plein à la semaine ou aux 15 jours, quoi. Donc c'est vrai que quand on regarde la pénurie des aliments dans les rayons, c'est assez cliché et c'est pas du tout représentatif d'une alimentation qui est équilibrée. Moi, je vois bien, il restait encore des tonnes et des tonnes de légumes surgelés qui sont à 1 euro, voire moins le kilo, quoi. Tout ce qui est petits pois, haricots verts, les poireaux, les carottes, les brocolis, les poivrons. Et ça, avec des légumes surgelés, on peut faire des merveilles. Ça sera de meilleure qualité que des légumes frais qui sont peut-être restés sur les étals ou qui ont été touchés par tout le monde pendant je ne sais combien de jours. Et ça permet de faire des repas qui sont un petit peu plus gais et un petit peu plus savoureux et riches en couleurs que des pâtes avec un bocal de tomates bolognaises, quoi. Ou des petits pois carottes en conserve qui font fureur en ce moment. Ouais, il vaut mieux des petits pois surgelés, hein. Là, ça c'est sûr, il y a pas de sucre dedans, il y a pas de sel et on mange des vrais petits pois, quoi. Parce qu'il y a une grosse différence de texture, de couleur et de goût entre les deux. Mais c'est vrai qu'on peut tout à fait manger équilibré, même en période de confinement. L'avantage, même si on télétravaille, et ça j'ai beaucoup de patients qui me l'ont dit, le confinement est arrivé à un moment où eux-mêmes étaient à un point de non-retour et qu'ils avaient juste besoin de dormir, de prendre du temps pour eux et de prendre du temps pour cuisiner plutôt que d'aller acheter à droite à gauche à manger sur le pouce et le plaisir en fait de cuisiner et de manger des choses qui sont faites maison, que l'on digère mieux, pouvoir gérer ses quantités, ses assaisonnements, manger végétarien équilibré parce que bon bah dans certaines cantoches d'entreprise, il n'y a pas forcément les apports en protéines des végétariens, donc ils étaient souvent à manger les accompagnements ou ces choses-là. Donc c'est un, voilà, c'est un mal en soi d'être confiné parce que la situation est dramatique, mais c'est un bien pour revoir son alimentation, son organisation, la façon de faire ses courses aussi, apprendre à faire ses courses une fois par semaine et pas tous les 2 jours. Parce que bon, je sais qu'à Paris, c'est souvent le cas, notamment d'aller C'est vrai. faire ses courses à la supérette du coin pour 1 ou 2 repas et même pour le budget, hein. Pour le budget, là, bon, bah, sans resto, sans vraiment de livraison, parce que bon, je vois que les livraisons continuent, mais bon, je pense que ça marche de moins en moins. Mais euh, on se rend compte que bah, finalement, manger maison, même matin, midi et soir, bah, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher et puis on fait bien ce qu'on veut. On ouvre enfin les livres de cuisine que l'on achète et que l'on n'ouvre jamais. Donc non, non, ça, il faut, on va dire, tirer profit de cette situation pour revoir sa façon de faire et puis pour tester des recettes de cuisine. Ça, j'en vois beaucoup sur les réseaux qui s'éclatent en ce moment là-dessus, hein. D'accord, donc on se fait plaisir sur les petits plats faits maison et on peut même les faire avec son conjoint ou sa conjointe ou encore avec les enfants et ça peut faire passer le temps et ça fait une activité ludique en famille, c'est toujours très sympa. Autre élément aussi dans la nutrition, tu sais que la vitamine, on ne la trouve pas seulement que dans les aliments ou dans les fruits et les légumes, mais aussi à l'extérieur et je fais référence
à la vitamine D qui est généralement apportée par le soleil, je crois. Et en période de confinement, on ne doit pas aller dehors sauf en cas d'urgence. On a encore le droit pour l'instant de pouvoir pratiquer une activité physique en extérieur, donc brève et à proximité du domicile. Enfin, on a encore le droit à date du 24 mars parce que les choses évoluent quand même très très vite. Et puis, malheureusement, on n'est pas tous logés à la même enseigne puisque tu en as qui ont des maisons avec des beaux jardins, mais d'autres qui sont dans des petits appartements en centre-ville qui n'ont certains pas de balcon ou même pas de fenêtre qui donnent sur l'extérieur. Et donc, du coup, pour eux, malheureusement, c'est un peu la double peine. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut vraiment être extrêmement vigilant à bien respecter les consignes parce que si on interdit l'exercice physique, ces personnes-là, c'est les premières qui vont subir cette interdiction. C'est quand même dommage pour eux. Donc du coup, si on n'est plus dehors parce qu'on est confiné chez nous, on n'a pas accès à cette vitamine D. Est-ce qu'il y a un moyen de trouver une alternative dans l'alimentation ? Est-ce que c'est pas trop grave ? Alors, la carence en vitamine D, de toute façon, on y est tous sujets. Même les omnivores, même les personnes qui mangeraient du poisson gras régulièrement, on est quasiment tous sujets à la vitamine D entre octobre et mars-avril. Moi, la plupart de mes patients, ceux qui avaient des carences en vitamine D, soit diagnostiquées, soit, je les suspectais, je leur ai préconisé d'avoir des gouttes de vitamine D. Pour en fait pallier le manque de luminosité en hiver et le fait de faire du sport en salle en intérieur, le fait d'être toujours au travail de 8h à 18h, donc pendant les moments où il faisait jour. Là, c'est vrai que malheureusement, le soleil arrive pile au moment où on ne peut plus sortir. La vitamine D, on la synthétise par la peau. Il suffit juste d'avoir le visage et les avant-bras au contact du soleil. On n'est pas obligé d'être en maillot de bain sur un transat. À peu près entre 10 et 30 minutes par jour, suivant la force du soleil. Donc c'est vrai que si pendant ta petite sortie du jour ou tous les 2-3 jours pour aller faire tes courses ou aller dans le square d'à côté faire 2-3 exercices, tu peux, on va dire, te mettre en t-shirt et au rayon du soleil, tu synthétiseras de la vitamine D. La vitamine D, on en trouve aussi dans les produits laitiers et dans les œufs pour la version végétarienne et dans les poissons gras, donc comme la truite, saumon, hareng, maquereau, sardines pour les régimes pesco-végétariens ou omnivores. Mais bon, là, la vitamine D, avec le soleil qui va devenir de plus en plus fort, normalement, même avec une très très courte exposition, on peut avoir le nécessaire. Sinon, si jamais il y a des ampoules et des gouttes qui se prennent, qui s'achètent en parapharmacie ou sur Internet, c'est pas du tout contraignant, hein, ça n'a pas de goût, c'est limpide comme de l'eau. Et au moins, ça pourra nous faire tenir jusqu'à une complète exposition cet été, hein. D'accord, donc si on a un jardin, on n'hésite pas à aller faire ces exercices au soleil, c'est très bénéfique pour la santé. Et si on est en appartement, eh bien on profite d'un petit parc où il n'y a personne pour pouvoir aller faire son activité. Ouais, ouais. Là, ce qu'il faut, enfin, je veux juste rajouter une chose, c'est que la mobilité, c'est hyper important. Donc, c'est vrai que la dépense énergétique au quotidien, elle est liée à la fréquence cardiaque. Donc, on dépensera déjà beaucoup plus d'énergie à être debout, à ranger sa maison, à faire un petit peu de ménage, à faire des choses qu'on avait mis de côté depuis très longtemps, à faire même des exercices de yoga, des postures qui sont un petit peu cardio parce qu'elles sont difficiles à tenir, à s'accroupir, à se relever, à discuter, à téléphoner en marchant aussi. C'est-à-dire que dès qu'on a un coup de fil à passer, il vaut mieux être debout qu'être assis. Parce que de toute façon, la dépense énergétique, c'est l'augmentation du rythme cardiaque. Et on a forcément un rythme cardiaque qui est 2 fois plus élevé quand on est debout que quand on est assis. D'accord, bon, de toute façon, je n'avais pas prévu de rester devant Netflix à regarder la télé toute la journée. Et je vais garder ton tuyau de passer mes appels debout et en marchant. Comme ça, je vais augmenter ma dépense énergétique et c'est très bien. Merci infiniment Tiffany d'avoir accepté de répondre à toutes mes questions et surtout de m'avoir rassuré. Ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir discuter avec toi. Donc je te dis encore merci et à très vite. De rien, au revoir. Cet échange avec Tiffany m'a fait beaucoup de bien et surtout ça m'a aidé à y voir plus clair. Je me rends compte de toutes les étapes par lesquelles je suis passé pendant cette prépa marathon pour le moins atypique.
Mais c'est pas encore l'heure du bilan et à la vitesse où vont les choses, je ne serais pas étonné si cette aventure me réserve encore quelques surprises d'ici le 5 avril, la date symbolique à laquelle le marathon de Paris devait avoir lieu. Plus que jamais, j'ai envie de courir cette course et j'imagine déjà les émotions que je vais ressentir sur la ligne de départ et j'espère sur la ligne d'arrivée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse avec le cœur. Bonjour, c'est Marine de l'équipe Acast. Vous écoutez des podcasts ? Voilà pourquoi je voudrais vous recommander L'Empreinte, un podcast business passionnant du studio Bababam. La révolution du sens a commencé et on s'interroge chaque jour sur l'impact de nos habitudes de consommation. Il nous faut désormais de l'authenticité, du sens et de l'engagement. Mais les marques que j'achète, où en sont-elles ? Quelles actions mènent-elles au quotidien ? Et que font-elles en termes de RSE ? J'ai lancé avec Bababam le podcast L'Empreinte. On s'intéresse à cette révolution du sens et de l'impact. Pour répondre à toutes ces questions, j'interroge chaque semaine un chef d'entreprise, dirigeant ou start-upper. Ensemble, nous revenons sur leur parcours et ils partagent leur vision de ce que doit être une marque, ses valeurs, ses engagements et surtout son empreinte. C'est mon coup de cœur du moment. Et pour le partager, rendez-vous sur l'application Acast ou bien là où vous écoutez vos podcasts préférés.